Nous revoici. Vous m'entendez là? Bon, d'accord. Nous revoici. J'espère que votre pause déjeuner a été assouvissante. Nous avons encore deux équipes pour le troisième thème, campagne de désinformation en période électorale. Le scénario exact. Oh là, attendez, d'abord le jury. Le jury est constitué de J.C. Boucher, professeur à l'école de politique publique et au département de sciences politiques à l'université de Calgary, actuellement directeur de recherche de relations civiles militaires au CSN, financé par le Conseil des sciences humaines et sociales. Enfin, il se spécialise dans les relations internationales en insistant sur la politique canadienne de défense et étrangère. Deuxième juge, Rachel Babin, qui travaille actuellement à la réaction aux incidents de cybersécurité à la banque RBC. Antérieurement, détenait des postes en matière de renseignement sur les menaces. Elle est titulaire d'une maîtrise en études russes de l'Université de Toronto, où elle a présenté une thèse sur la désinformation russe ciblant les missions de l'OTAN dans la Baltique. En 2021, elle a fondé le groupe des leaders émergents en sécurité au Canada, organisation qui vise à ressourcer et unifier la prochaine génération de spécialistes en sécurité au Canada afin de créer un Canada plus diversifié et plus compétent. À présent, le scénario exact communiqué aux candidats. Nous sommes en 2025, c'est l'élection fédérale. Les organes de médias signalent qu'il y a eu un certain nombre d'articles dans les réseaux sociaux annonçant une taxe de 15% sur le pétrole du gouvernement. Après vérification, on a découvert que des acteurs russes répondent cette information sur Facebook, Telegram et Parler. Les équipes ont reçu pour tâche de riposter à cette menace. Bon, tout d'abord, je voudrais remercier l'Université Carleton et tous les autres intervenants qui ont organisé cette conférence fantastique. Nous allons évoquer la désinformation telle qu'elle a trait au Canada. Alors, la désinformation représente une notion contestée, a reçu différentes définitions dans différents contextes politico-historiques. Nous la définissons surtout au niveau du Canada comme suit. Le Canada, il s'agit d'une forme d'information qui trompe ou interprète faussement des informations ou des événements relatifs à la politique canadienne actuelle. Donc le Canada est actuellement et continuera probablement d'être victime de campagnes coordonnées de désinformation en ligne par des adversaires étrangers. Par conséquent, les élections fédérales de 2025 devraient voir de grandes quantités de désinformation en ligne créées par des pays comme la Russie et la Chine. Il est donc impératif que le gouvernement du Canada élabore une réponse globale à la désinformation en ligne. Alors donc, nous avons essentiellement identifié trois effets principaux d'une campagne de désinformation étrangère. Tout d'abord, une telle campagne sape la démocratie canadienne. Il s'agit des institutions électorales et mécanismes électoraux du Canada de manière à altérer la manière dont les électeurs réagissent aux candidats et expriment leur voix. Ensuite, réduction de la confiance institutionnelle. Les institutions englobent le secteur public, le secteur privé, ainsi que les normes générales qui régissent la société canadienne. Et enfin, troisième effet d'une campagne de désinformation étrangère, c'est qu'une telle campagne incite à une polarisation accrue. L'exacerbation de la polarisation, nous l'avons constaté dans l'ensemble de l'Amérique du Nord depuis quelques années, cela contribue non seulement aux deux premiers facteurs, saper la démocratie et réduire la confiance institutionnelle, mais cela compromet également la trame sociale de notre pays. Notre politique adopte une approche à long terme, vaste et s'appuyant sur plusieurs parties prenantes pour aborder le problème. Il ne suffit pas de tâcher, par exemple, de contrer la désinformation en énonçant les faits objectifs. Nous avons adopté une approche en 5 étapes portant sur la détection, l'attribution de la réponse étrangère, la réponse nationale et l'inoculation. Nous allons également, sur chaque diapositive, présenter une combinaison d'actions immédiates et d'initiatives durables, les actions immédiates étant en rouge et les initiatives durables en vert.
Il s'agit de souligner que la désinformation ne représente pas une menace éphémère, mais plutôt un problème qui s'inscrit dans la durée et qui met en jeu la participation d'un grand nombre de parties prenantes et exigera des initiatives à long terme ainsi que des réponses immédiates. Sur chaque diapositive, vous verrez trois colonnes. La première indique notre suggestion en matière de politique. La deuxième précise qui, selon nous, devrait appliquer cette politique. Et la troisième colonne décrit la valeur spécifique de cette politique. Donc, même si le Canada a pris certaines mesures pour contrer la désinformation, ces mesures sont limitées, surtout à l'égard de la Russie. Nous comptons sur d'autres alliances, par exemple l'OTAN, le G7. Nous croyons que le Canada devrait adopter une approche plus proactive en se dotant de ses propres capacités de détection de la désinformation, tout en collaborant avec les plateformes, les milieux universitaires et les organismes de renseignement. Une telle collaboration visa à créer une culture de transparence des données grâce à l'accès ouvert aux données par les diverses parties prenantes, ce qui créera un marché canadien de la protection en ligne en s'appuyant sur le marché d'IA déjà développé au Canada, tout en assurant que la détection de la désinformation ne repose pas uniquement sur les grandes plateformes qui détiennent un monopole. L'attribution, c'est extrêmement important. C'est la clé de l'identification des auteurs de la désinformation. La collaboration entre alliances de sécurité, services de renseignement et plateformes nous permettra d'identifier l'origine de la désinformation et les auteurs qui sont responsables de sa diffusion. La collaboration entre les agences de renseignement et de sécurité canadiennes devra leur permettre de s'opposer à des menaces complexes comme la désinformation. En s'appuyant sur les différentes spécialités de ces organisations, le Canada peut identifier de façon plus efficace la nature de la menace. La collaboration favorisera également une culture de transparence en matière de données entre les diverses parties prenantes, permettant une collaboration durable entre les secteurs publics et privés qui nous protégera contre les problèmes de données futures. C'est très important lorsqu'il s'agit des cyberattaques à multifacettes. Merci. Notre réponse suivante consiste à procéder à des actions de cyberdéfense actives visant à neutraliser la source de l'opération de désinformation. Cette initiative sera le fait des forces canadiennes ainsi que de l'ESC. Puisque ces cyberattaques sapent le processus processus démocratique canadien, il s'agit de bloquer l'accès des fermes de trolls sur Internet, de bloquer l'accès de ces ordinateurs à Internet. Cette approche se fonde sur le lien entre le domaine de l'information et le domaine de la cyberinformation et de la cyberdiffusion. Il s'agit de s'opposer à la diffusion de cette information, ce qui aura un impact direct qui s'exercera immédiatement. Cette opération et cette action sont de nature clandestine, ce qui réduira le risque de l'escalade puisqu'elle ne sera pas attribuée. Il s'agit d'une action de portée limitée. S'il s'agit de la Russie, par exemple, il ne s'agit pas d'agir contre la Russie elle-même, mais uniquement contre les fermes de trolls, ce qui réduit les risques d'escalade. Il s'agit également de mesures faisables, puisque la collaboration entre les forces canadiennes et le SC s'inscrivent dans les plans du MDN pour 2022. Donc les ressources existent déjà. Au niveau des mesures plus durables, nous voulons qu'Affaires mondiales Canada, de concert avec des pays tiers, avec nos partenaires, mette au point des ententes de coopération en matière d'application de la loi. S'il est constaté qu'un pays tiers héberge des formes de trolls, les corps policiers peuvent directement intervenir pour enrayer la diffusion de la désinformation, puisque ce qui se fait dans le cyberdomaine peut avoir des conséquences, mais il existe une lacune qu'il convient de combler en établissant des relations de confiance avec les tiers en vue de permettre plus difficilement à des adversaires étrangers de délocaliser les activités de ferme de trolls.
Donc, même s'il est important de cibler des organismes ou des acteurs étrangers, auteurs de désinformation en préparation à l'élection fédérale de 2025, nous savons qu'il est également très important d'avoir une réaction intérieure, car les facteurs nationaux sont essentiels pour la diffusion de cette désinformation. Et comme nous venons de le dire, il faut avoir une approche multi-parties prenantes. L'une de nos principales stratégies consiste à diffuser une documentation informative et éducative par l'intermédiaire d'Élections Canada. Cette institution peut renseigner le public sur la désinformation, surtout en ce qui concerne les structures électorales. Ce faisant, les Canadiens pourraient identifier et appréhender la désinformation indépendamment sans l'assistance d'organismes civiques, gouvernementaux ou d'entreprises. Deuxième approche, créer une communauté entre les partis politiques canadiens relativement à la désinformation. Nous savons que la polarisation augmente. Il s'agit l'un des éléments clés que nous voulons prendre en charge s'agissant de cette information. Mais en même temps, au Canada, nous avons pu parvenir à un degré remarquable d'unité politique sur divers dossiers. La Russie et l'Ukraine représentent un exemple notable. Nous voulons prolonger cela non pas en obligeant, mais en encourageant les partis politiques à adopter une position commune sur la désinformation. La désinformation a tendance à favoriser certains partis plus que d'autres, surtout dans le contexte de l'élection fédérale qui vient. Mais ceci étant dit, nous pensons qu'il est important que tous les partis essentiellement prennent position sur la désinformation en la décourageant et en affirmant que les électeurs doivent en être conscients. Ceci pourra être mis en œuvre dans le cadre d'un débat, par exemple. Nous voulions, troisièmement, mettre en œuvre des encouragements, des incitations fiscales pour les plateformes de lutte contre la désinformation. Plusieurs plateformes de médias sociaux jouent un rôle crucial dans la diffusion de la désinformation et ne pourraient aborder ce problème sans une collaboration. Nous avons exploré la création d'incitatifs fiscaux pour les plateformes afin de leur permettre de mettre en œuvre des campagnes de lutte contre la désinformation axé sur les données probantes. Il s'agira de s'opposer aux méthodes de diffusion de la désinformation, lesquelles visent souvent les populations vulnérables et les plus susceptibles de radicalisation. Un autre changement de politique à court terme que nous voudrions voir mis en œuvre en préparation à l'élection fédérale de 2025, il s'agit de distribuer une documentation d'information par l'intermédiaire d'Élections Canada ainsi que d'un certain nombre d'autres organismes. À plus long terme, mais c'est important dans cet exemple-ci, il faudra favoriser davantage de collaboration entre les organismes fédéraux et provinciaux. Nous savons que certains éléments de ce domaine sont de compétences provinciales, mais pour cibler le problème de façon adéquate, il faut que ce soit sous l'égide du gouvernement fédéral. Un élément important de nos initiatives à long terme consiste en une initiative de sensibilisation au niveau pan-canadien pour faire fond sur le fédéralisme de concert avec les provinces afin d'améliorer les programmes d'études et d'informer tous les Canadiens en matière de réflexion critique, de citation appropriée, sur la manière d'identifier les informations incorrectes. Nous proposons également une initiative qui soutiendrait les organisations d'information locales mieux que le gouvernement actuel ne le fait. Nous savons que les journaux locaux, les radios locales connaissent une situation difficile à l'heure actuelle, mais nous voudrions que les choses changent à cet égard, car lorsque les gens ont accès à des informations fiables sur leur communauté et les éléments qui les affectent, cela va créer un lien plus fort entre les gens et les problèmes locaux. Cela va leur donner cela va leur permettre de s'informer de façon plus fiable et plus pertinente. Même si la désinformation représentera une menace, nous voulons atténuer l'impact que celle-ci aura. Et nous pensons que les informations locales représentent un élément très important. Nous suggérons également d'explorer la création d'une voie d'immigration pour les travailleurs de la technologie, surtout en provenance des pays qui sont la source de la désinformation, afin de pénétrer les bassins de talents tout en enrichissant l'écosystème technologique du Canada et en améliorant nos défenses potentielles contre ces désinformations afin d'apporter davantage de talents au Canada. Nous voulons
envisager une législation sur la propriété des données, semblable au règlement très réussi de l'Union européenne, pour donner aux consommateurs canadiens le pouvoir de comprendre comment leurs données sont utilisées afin de limiter le rôle des algorithmes automatiques de recommandation des plateformes pour réduire la polarisation et éviter d'alimenter les consommateurs d'informations en éléments faux. Nous pensons que cette solution qui combine des propositions à court et à long terme est complète. Elle peut être utilisée dans de multiples contextes, face à de multiples adversaires, représente une solution, non pas un problème portant sur une plateforme spécifique, peut s'appliquer en l'élection fédérale de 2025 et au-delà. Il s'agit de trouver un équilibre entre la sécurité du Canada et notre processus démocratique d'une part, et d'autre part, de s'assurer que notre système d'information demeure ouvert. Est-ce que c'est le moment de poser des questions? Très bien. Bon, je peux commencer par poser une question. Pourriez-vous passer en revue l'identification, le processus d'identification et d'attribution? Mettons, bon, à une grande échelle, il y aura l'IA et des moyens techniques qui seront déployés pour identifier, mais mettons qu'il y a un reportage qui circule sur les médias sociaux, que les mamans se partagent sur Facebook. Comment allez-vous repérer cela et comment allez-vous, grâce à vos processus, généralement parlant, comment allez-vous déterminer que cette information émane spécifiquement d'un pays ou d'un groupe en particulier? Oui, volontiers. Il existe plusieurs techniques de détection. Il y a les techniques de traitement du langage naturel qui portent sur le contenu de l'information. Il y a également des techniques basées sur les réseaux qui, étant multilingues, ne dépendent pas du contenu naturel, mais portent sur un segment de l'information. Donc, au niveau structurel, les techniques seraient arrêtées par des collaborations entre services de renseignement. En ce qui concerne l'attribution, collaboration publique-privée, pour avoir un accès aux données du réseau, au retraçage des données, ce genre d'attaques de désinformation émaneront de sources d'adresses IP spécifiques. Il devrait s'agir d'une signature assez reconnaissable au niveau de la détection. Mais cela repose sur l'accès aux fournisseurs nuagiques. En ce qui concerne l'attribution, nous faisons partie des Five Eyes au Canada. Nous pouvons donc mettre à profit les sources de renseignement humaines, par exemple en Russie, en Chine, et chez d'autres adversaires qui pourraient nous renseigner sur la source, sur l'origine de ces attaques et sur leur objectif. Donc c'est l'autre voie. J'allais ajouter que nous voulons souligner dans ce cadre de politique la nécessité de favoriser la collaboration entre plusieurs institutions. Je sais qu'on en a parlé au niveau étranger, on en a parlé au niveau diplomatique, on en a parlé au niveau public-privé, mais nous croyons que pour gérer la désinformation, il faudra tirer parti d'un certain nombre de ressources. Nous pensons que le fait que le Canada a tellement d'organismes qui sont dédiés à une source ou une autre de partage d'informations, c'est utile, mais le problème, c'est qu'elles ne sont souvent pas conjuguées sur une ligne commune. C'est pourquoi nous voulons créer un organisme de renseignement qui a pour mission de s'opposer à la désinformation et qui peut mettre à profit toutes ces ressources ainsi que des liens avec le secteur privé. Et pour répondre à la question de savoir que faites-vous quand les mamans partagent déjà sur Facebook, c'est là où la question de la sensibilisation entre en jeu. Car nous savons que la désinformation, une fois en ligne, nous ne pouvons guère nous y opposer.
mais il y a une chose que nous pouvons faire, c'est d'informer les Canadiens quant à la manière de l'identifier, quant à son origine, quant à sa nocivité, afin d'encourager, on peut l'espérer, à ne pas la partager. Je vais tâcher de revenir à la question de l'attribution. Donc, tout d'abord, que faire quand ce ne sont pas des acteurs étrangers, c'est-à-dire des États étrangers, mais des citoyens, des organisations d'information. Alors donc l'attribution à un État étranger est imparfaite. Ensuite, que faites-vous si ce sont vos alliés, si ce sont des pays dont on ne penserait pas qu'ils font partie du problème? C'est facile de s'opposer à la Russie. Chine avec leur ferme de trolls, mais que dire si c'est le Parti républicain aux États-Unis ou le groupe d'extrême droite en France? Est-ce que vous euh, lancez contre eux des cyberattaques? Alors, je voudrais voir
distinguer de l'initiative de sensibilisation de l'initiative relative aux médias locaux. Nous en avons beaucoup parlé lorsque nous avons élaboré la politique. Nous ne voudrions pas que le gouvernement fédéral devienne un ministère de la vérité. Nous ne voudrions pas que le gouvernement maîtrise l'information que les Canadiens peuvent voir. Nous voulons nous assurer simplement que les Canadiens bénéficient des outils dont ils ont besoin pour accéder à des informations fiables au sujet de leurs élections et puissent identifier les menaces et les personnes qui cherchent à les manipuler lorsque cela se produit. Donc l'idée qui sous-tend l'initiative relative aux informations locales, aux médias locaux, c'est un programme gouvernemental qui finance les journaux locaux qui ont pu survivre ou même de revitaliser les médias locaux dans les communautés où ils ont disparu, même les émissions d'information radiophoniques locales. Les gens se reposeront moins sur des sources en ligne, ils pourront avoir accès à du journalisme de bonne qualité dans leur collectivité, portant sur les questions qui sont pertinentes pour eux, et cela réagit spécifiquement à la désinformation dans le cadre d'une élection. Nous ne dirions pas nécessairement aux médias locaux ce qu'ils doivent publier. Nous supposerions qu'ils embaucheraient de bons journalistes. En ce qui concerne la sensibilisation, l'éducation, l'une des raisons pour lesquelles nous voudrions qu'Élections Canada assume la responsabilité de cette campagne, si possible, c'est parce qu'il s'agit d'un organisme non partisan. Il s'agit qui est donc est moins susceptible de diffuser des informations biaisées favorables à l'un ou l'autre parti. En même temps, en ce qui concerne la sensibilisation, il ne s'agirait pas spécifiquement, nécessairement de sources spécifiques d'informations, de contenu spécifique qui affecterait l'information. Nous savons que le guide porte spécifiquement sur l'essence, le gaz. Nous n'avons pas besoin qu'Élections Canada distribue des renseignements au sujet du gaz ou de l'essence, mais il s'agit simplement de distribuer des éléments sur la manière de reconnaître la désinformation, des habitudes critiques que l'on peut utiliser, des questions que l'on peut se poser en lisant un article ou en accédant à de l'information en ligne qu'il a rédigé, qui finance les auteurs. Est-ce qu'il s'agit d'une organisation médiatique importante ou s'il s'agit d'un site web qui comporte des fautes de frappe et des bugs? Alors ce genre d'initiative devrait être soigneusement mise au point, mais nous ne pensons pas qu'elle représenterait nécessairement un potentiel de partage de désinformation. Nous reconnaissons qu'il y a un risque de politisation. Si vous financez des organismes d'information locaux, il y a des informations, des éléments d'information qui sont diffusés au niveau régional, surtout au Canada, mais la façon dont nous réalisons, avons réalisé cette analyse, il s'agit d'établir un équilibre entre les différents risques. La structure des médias canadiens, dont on a beaucoup parlé, il s'agit de plus en plus d'un oligopole aux mains de quelques grandes sociétés, la dominance d'institutions comme Radio-Canada au niveau mondial. Et en définitive, nous pensons que même s'il existe des risques, comme je l'ai dit, que certains éléments politiques soient introduits dans la diffusion des médias lorsqu'elles sont financées au niveau local, nous pensons qu'il s'agit d'une solution qui est préférable à l'hypothèse que Radio-Canada continue d'être financé comme un fournisseur prépondérant d'informations, surtout lorsqu'il s'agit de formes localisées d'informations, afin de réduire l'accent mis sur la désinformation qui peut intéresser des groupes spécifiques dans la société. Bon, alors, je pense que vous avez raison d'être prudent lorsqu'il s'agit de l'effet qu'aurait le financement des médias au Canada. Mon hypothèse serait que la confiance est un gros problème. Et si vous augmentez le financement étatique des organisations médiatiques, le niveau de confiance à l'égard de ces organisations va baisser et va rebuter des personnes qui seraient plus susceptibles de désinformation. Autrement dit, vous essayez d'augmenter la qualité de l'information ou dans l'espace de l'information, vous réduisez la confiance, vous rebutez les gens. Parfois, nous ne prenons pas ce problème en charge et nous estimons symboliquement que si nous développons l'archer des idées, tout ira mieux, mais parfois ça ne fonctionne pas. Je voudrais que vous développiez cet argument, mais j'ai une question plus spécifique. Que dire des organisations d'information au Canada qui diffusent de la désinformation? Par exemple, Rebel News. Rebel News, dans toutes les données que nous recueillons, est une source majeure de désinformation au Canada sur toutes sortes de domaines. Les anti-vaccins, la Russie,
Alors, est-ce que nous allons les financer? Est-ce que nous allons euh, les frapper par des mesures législatives? Et puis, la deuxième partie de la question, et que faisons-nous des organisations étrangères? La plupart des Canadiens écoutent Fox News ou MSNBC ou la BBC ou le Kiev Independent. Qu'est-ce qu'on en fait? Nous pourrions finir par élargir l'espace de l'information intérieure, mais qui n'existe pas vraiment. Il s'agit d'un espace international. Je voudrais entendre vos réflexions à ce sujet. Je voudrais beaucoup répondre à votre question. Donc, vous pouvez nous envoyer un courriel et nous pourrons en parler de la question de l'initiative sur les informations locales quand nous aurons plus de temps. Alors, je vais présenter l'équipe qui vient de quitter la scène car j'ai oublié de le faire. Donnez-moi un tout petit instant. Alors, je présente l'équipe très rapidement. Nous avions Aksha Dua, Sarah Parker, Ben Steele et Arnaud Tremblay-Côte-Noire. Et enfin, notre dernière équipe, la dernière mais non la moindre, Madeleine Koff, Aiden Harris et John Afek Levi. Bien, merci. D'abord, je prends le temps de remercier l'RCDS et l'Université Carleton de nous donner l'occasion de présenter cette communication. Et nous sommes sur le territoire non cédé et traditionnel des Algonquins. Nous n'avons pas rendu hommage encore au territoire ancestral, alors j'ai pensé le faire maintenant. Merci. Alors pour commencer, étant donné le problème de la désinformation dans l'espace d'information canadien et étant donné le scénario qu'on nous a donné où on a une augmentation de la désinformation en circulation pendant les élections fédérales de 2025, notre groupe a décidé de se concentrer sur 3 problèmes importants qui, à notre avis, dominent le domaine. Le premier étant la fiabilité de l'information dans l'espace de l'information canadien. Avec nos politiques, nous cherchions à examiner la fiabilité de l'information reçue par les électeurs canadiens et leur capacité de contre-vérifier cette information, une chose qui peut être un problème au Canada. La deuxième concerne la discorde au sein de la politique canadienne. Comme nous l'avons constaté depuis une décennie surtout, nous avons une plus grande polarisation qui se creuse plutôt que se rapetisser. Alors, ce que cherche à faire notre groupe avec nos politiques, c'est de diminuer cette polarisation et de donner aux Canadiens la possibilité de se rapprocher. Et la troisième chose, le potentiel de discorde au sein de l'OTAN entre alliés et surtout les alliés démocratiques. Avec une plus grande ingérence de la Russie, de la Chine, de l'Iran et d'autres pays et d'autres organisations non étatiques qui s'ingèrent dans nos politiques et nos élections, il est important pour nous de concevoir des politiques qui puissent, de pair avec nos alliés de l'OTAN, lutter contre ces problèmes. Alors, comme nos
collègues qui viennent de présenter leur communication, nous allons nous concentrer sur un régime de politique qui se concentre sur le court, le moyen et le long terme. Pour réagir à cet enjeu, nous avons identifié quelques parties prenantes importantes, les citoyens, les sociétés de réseaux sociaux, les institutions journalistiques et l'institution étatique. Et nous avions aussi les institutions internationales. Alors, je crois que vous n'avez pas la toute dernière version de notre exposé. Et c'est là un exemple de ce qu'on pourrait voir pendant les élections 2025. Alors, voici notre première politique qui traite de la désinformation pour le court et le moyen terme. Alors, malheureusement, il y a très peu de réactions efficaces pour lutter contre la désinformation dans l'immédiat. Et dans le scénario qu'on nous a donné, l'élection était déjà en cours, tandis que la campagne de désinformation bat son plein. Alors à ce moment-là, il est très difficile de lutter contre ces effets efficacement. C'est pour bien des raisons, notamment ces réseaux de désinformation sont souvent ailleurs et exige une coordination, par exemple, avec des alliés de l'OTAN, etc. Donc, c'est très difficile de lutter contre leur empreinte géographique étendue. Alors, pour le court terme, pour lutter contre la désinformation, nous souhaiterions avoir une approche en deux volets. D'abord, pour tâcher de préventivement déclarer au public quelle est l'information fiable et donc l'informer par rapport aux sources d'information non fiables. Et ensuite, signaler au public quelles sont les interactions qu'il peut avoir avec des sources de fausses informations. Donc, il s'agit de nouveau d'insister sur la fiabilité des sources d'information. Alors, voici le type de solution que l'on souhaite légiférer, ou enfin que l'on propose de légiférer contre les sociétés de médias sociaux. Alors, les sociétés de médias sociaux doivent être tenues responsables des problèmes qu'elles créent. Elles sont dans l'espace de l'information pour des raisons de rentabilité et donc nous pensons qu'elles devaient être responsables de leurs dégâts. Évidemment, cela ne peut pas seulement être l'apanage du privé car on serait pollué par l'information exclusivement privée. L'objectif est donc d'avoir un niveau de qualité minimale, un seuil de qualité. Notre politique exigerait que toute société de médias sociaux au Canada mette en œuvre une solution de vérification des faits qui devrait être approuvée par la Chambre des communes. Par exemple, on pensait que le comité permanent de l'accès à l'information et l'éthique serait le plus pertinent pour améliorer ce genre de choses. Et pour en faire un processus démocratique et public, il faudrait qu'il incombe aux sociétés de médias sociaux de renforcer donc les liens de confiance, de sorte que les consommateurs, les usagers qui se servent de ces applications comprennent précisément quel est le processus de vérification des faits. Et souvent, ces applis ont déjà des solutions de vérification qui font partie de leur processus. On l'a vu pendant la COVID et la guerre en Ukraine. Donc ici, on aurait un seuil minimal pour que l'on puisse accepter la publication d'histoires sur le réseau social. Ensuite, il faut réfuter l'information inexacte. Cela prend du temps et plus le temps court, plus l'information peut se diffuser. Et donc, les tentatives de réfuter cette information sont de moins en moins efficaces. C'est la raison pour laquelle on veut que les gens soient notifiés une fois qu'ils ont interagi avec un post où il y avait de la fausse information. Nous souhaitons que cette personne soit notifiée, quel que soit le moment où on réfute l'information. Et ensuite, la prévention. On peut taguer des posts, ainsi les usagers. Donc, essentiellement, on devrait avoir la capacité de faire le suivi de ce compte, du site, de l'abonné pour vérifier à quelle fréquence cette personne, depuis la création du compte, publie de l'information fausse. Cela renforce la résilience du consommateur canadien de pouvoir interagir avec de l'information qui est d'office plus exacte et donc ce qui renforce la fiabilité
des sources d'informations qui sont effectivement fiables. Alors, ceci s'appliquera à toutes sortes de contenus, que ce soit affiché par un résident des États-Unis ou alors que ce soit posté par votre oncle. Et le deuxième mécanisme qui établit la fiabilité ne ciblera que ceux qui sont les plus influents dans l'espace de l'information. C'est très important car on ne veut pas jeter tout le blâme sur une personne qui se trouverait dans un groupe et qui ne serait pas animée par une mauvaise volonté. Ensuite, la troisième partie consisterait à demander aux entreprises et médias sociaux de surveiller, d'exécuter si cette solution fonctionne. Alors, toute la politique doit être assujettie à un examen, une approbation publique pour que le processus soit transparent, mais aussi pour que le processus permette de renforcer les liens de confiance. Alors, les premières politiques que nous avons examinées se concentraient sur la lutte à la désinformation dans le cadre de l'espace de l'information, mais nous voulions aussi introduire des politiques qui pourraient renforcer l'information existante au Canada. Et donc, un des enjeux importants du Canada à l'heure actuelle, c'est que nous n'avons pas de site de vérification des faits au Canada. Un grand nombre des organisations les plus réputées en matière de vérification des faits sont aux États-Unis. Il en existe beaucoup dans d'autres pays, surtout en Europe. Ce que l'on propose, c'est que le gouvernement canadien finance un site de vérification des faits au Canada qui se concentrerait sur le Canada et les politiques canadiennes. Car un des grands enjeux auxquels on est confronté, c'est que un grand nombre de ces sites de vérification des faits sont axés sur la politique américaine ou internationale. Il y a très peu de contenu sur la désinformation dans le contexte du Canada. Donc, la capacité à financer et créer un site de vérification des faits qui serait indépendant du Canada et qui serait un tout nouvel organe qui serait séparé des médias existants permettrait d'assurer une grande fiabilité. C'est nécessaire car cela permettrait de déboulonner les mythes et de réfuter les mauvaises informations ici au Canada. Alors, nous avons beaucoup parlé de réfuter de l'information qui n'est pas exacte. C'est efficace, mais c'est moins efficace que la prévention. L'information est dangereuse car elle peut influer sur l'opinion publique. Cela peut inspirer des idées inflammatoires, discriminatoires. Et donc, il y a une cascade de conséquences qui peuvent éroder la confiance du public et améliorer ou renforcer plutôt la polarisation, ce qui est une bien mauvaise chose. Alors, nous proposons un programme d'éducation aux médias afin de renforcer l'esprit critique, surtout chez les jeunes, et pour leur montrer comment trouver de la mauvaise information. Nous proposons de le faire auprès des enfants d'école. Donc, un exemple, ici, Harmony Square, qui s'appuie sur une théorie bien particulière, la théorie de l'inoculation. Le jeu fonctionne comme un vaccin psychologique en exposant les gens à des doses affaiblies des techniques courantes utilisées dans la désinformation politique, en particulier pendant les élections. Il s'agit d'une réaction à long terme au problème et ce jeu, même les adultes peuvent y jouer, mais les enfants de 6e année peuvent aussi jouer à ce jeu. Donc, nous pensons qu'il faudrait le mettre en œuvre dans les écoles pour les jeunes. Et si les jeunes jouent à ce jeu, ça ne corrigera pas le problème en 2025. Évidemment, si pour le moment, il y a déjà des informations dans le
cadre de l'élection en cours. Alors ici, vous avez un graphique des résultats finaux de cette étude, l'étude Harmony Square, et elle montre une augmentation de la capacité des participants de repérer la désinformation. Et sur le graphique, on n'a pas l'impression que c'est une augmentation importante, c'est 0,5, mais dans ce domaine, c'est une augmentation considérable. Et il faut se rappeler que ces participants n'ont participé qu'à un jeu, un essai. Et pour apporter une précision supplémentaire, ça n'est qu'un exemple de nombreuses campagnes de littératie médiatique que le gouvernement canadien pourrait exploiter, et des institutions, des établissements indépendants également. Nous avons identifié 27 pays de l'OTAN comme alliés qui pourraient nous aider à lutter contre les campagnes de désinformation et qui pourraient nous aider à créer une coalition pour dénoncer la désinformation. Alors, nous souhaitons continuer de collaborer avec l'OTAN, et vous le voyez ici. Au programme d'intervention de l'OTAN. Et donc, nous nous intéressons, comme nos collègues, à déceler les sources de désinformation et plus précisément, avoir plus de financement pour le renseignement afin qu'ils puissent travailler plus étroitement avec les Five Eyes afin de plus rapidement intervenir en cas de désinformation. C'est parce que c'est de loin préférable de prévenir et ensuite de déboulonner les mythes très rapidement plutôt que de les laisser courir trop longtemps. Et je souhaitais également signaler que cette stratégie peut être de plus en plus efficace. Et étant donné l'invasion par la Russie de l'Ukraine, il est beaucoup plus facile d'obtenir l'appui de nos alliés. Nous pensons que c'était très important de mobiliser la communauté internationale afin de faire la promotion des normes démocratiques. Sur ce, nous allons passer à notre dernière diapositive. Voici un aperçu. L'autre communication avait ça au tout début, mais bon, cette fois-ci, c'est dans la conclusion. Alors, vous avez les réactions immédiates et les stratégies à long terme. Et donc, sur ce, nous sommes prêts à répondre aux questions des juges. Alors, je commence. Une question. Pouvez-vous me donner un exemple? Donc, au tout début de votre communication, vous parliez d'une politique. Les entreprises des médias sociaux seraient responsables de faire leur propre vérification de fait et devraient avoir capacité à l'interne de le faire afin de pouvoir exploiter leurs activités au Canada. Alors, je me demande, avez-vous des seuils en tête? Vous avez parlé du fait que certaines entreprises de médias sociaux ont déjà des capacités en matière de vérification de contenu. Est-ce que vous avez un exemple de critères, par exemple, que vous voudriez voir pour être satisfait que cette entreprise de médias sociaux a une solution suffisante? Je vais répondre alors. La chose la plus importante est certainement la notification après coup et consigner des données. Si on veut laisser les entreprises choisir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire qu'est-ce qui est un fait, qu'est-ce qui ne l'est pas, et qu'on a décidé de ne pas permettre au gouvernement fédéral d'intervenir, on veut que le gouvernement fédéral soit responsable de faire la surveillance du processus, de veiller à ce qu'il soit transparent, mais au final, c'est au consommateur de déterminer à quel site il veut s'inscrire et tant qu'il a de l'information par rapport aux faits, est-ce qu'ils sont concrets, réels ou non, c'est à lui ou à elle de déterminer quelles sont les applis qu'il veut utiliser sur la base de cette information éclairée.
Mais il faudrait qu'il y ait une notification après coup, de sorte que les consommateurs qui auraient été exposés à cette information puissent être notifiés du fait qu'ils ont interagi avec une information inexacte. Dans bien les solutions actuelles, si vous remontez dans le passé, vous allez voir que le poste n'existe plus, où il y a un petit avis au bas du poste disant ce n'est pas la vérité sur la COVID, ayez plutôt sur ce site pour obtenir de l'information, mais c'est insuffisant. Ça n'est pas suffisamment interactif car la majorité des gens vont simplement lire les manchettes de désinformation. C'est une chose bien humaine que de lire les manchettes. Alors, si vous receviez une notification disant, bon, vous avez retweeté, vous avez aimé un post qui est depuis a été déclaré faux et voici pourquoi. Oui, et ce n'est pas seulement à l'interne. On veut instaurer un système qui exige que ces entreprises soient responsables. Donc, cette vérification ce serait séparé des vérifications déjà en place qui sont vraiment un exercice de relations publiques. Ce serait de nouvelles équipes de vérification des faits. Bien. Alors, je n'ai droit qu'à une question. Alors, je dois choisir. J'aimerais avoir vos réflexions à savoir qui, dans l'espace canadien, qui devrait faire la collecte des données. C'est une question que les deux équipes ont évoquée. Est-ce que le gouvernement canadien devrait faire la collecte de données de ce que font les Canadiens dans les médias sociaux, ce qu'ils disent? Par exemple, vous pourriez demander des comptes d'un Canadien qui a affiché quelque chose dans les médias sociaux. Alors, quelles sont les répercussions juridiques? Quel est l'environnement qu'on créera pour que ça se produise, pour qu'on ait une idée très claire du genre d'information qui est communiquée au Canada et laquelle est importante, laquelle ne l'est pas, à laquelle s'attaquer et laquelle laisser de côté. Eh bien, sur le plan général, je dirais que la question de l'attribution est bien différente lorsqu'on envisage l'attribution aux acteurs étrangers ou intérieurs. Les acteurs intérieurs sont importants. Malheureusement, ça n'a pas fait partie de la portée du problème qu'on nous a donné. Étant donné l'exemple particulier qu'on nous a donné, on nous donne une taxe sur le pétrole de 15%. Moi, je pense qu'il y avait des facteurs intérieurs. Si c'est le genre de propagande ou de désinformation qui est répandu, je vois beaucoup d'intérêt intérieur, des gens qui seraient bien contents que ce soit le message proposé. Mais lorsqu'on ne parle pas d'acteurs étrangers, lorsqu'on parle plutôt d'acteurs étrangers, il y a évidemment toutes sortes de répercussions juridiques, plus de recours juridiques. Il y a sans doute une exigence de coopération avec des alliés. Maintenant, s'agissant du suivi de ce que disent et pensent les Canadiens dans les médias sociaux, là, il n'y a pas d'option légitime, à mon avis. La solution, sur le plan éthique, est problématique. Par ailleurs, je pense que le fait que tout ce que nous faisons dans les médias sociaux est enregistré de toute façon, donc même si c'est agrégé et anonymisé, ça n'est pas mieux. Dans nos conversations, on a beaucoup parlé du fait, on s'est posé la question, est-ce que le gouvernement fédéral n'aurait pas le droit d'intervenir et devenir un joueur, un acteur dans ce domaine? Beaucoup de solutions sont centrées à l'heure actuelle non pas sur le gouvernement qui remplacerait le secteur privé, mais plutôt que le gouvernement deviendrait une partie prenante et un joueur clé dans la sphère en question pour que cela se répercute sur le reste du marché. Donc, lorsqu'il est question d'attribuer la désinformation provenant de sources domestiques ou de groupes intérieurs, le suivi, la surveillance est moins efficace du point de vue d'une politique. C'est ici donc que, de pair avec la création d'un site bien canadien pour vérifier la véracité des faits, cela serait utile. Au final, on ne veut pas non plus limiter la liberté d'expression des Canadiens. On ne veut pas que le gouvernement canadien puisse
limiter votre capacité à vous exprimer dans l'espace numérique. Mais les médias sociaux doivent être l'objet de règlements. Bon, excusez-moi, je me suis un peu éternisée. Ce n'est pas un thème simple. Alors, je pense que tout le monde s'éternise un peu. C'est dans l'ordre des choses. Si vous me permettez de rajouter, le Canada a d'excellentes protections internes. Si votre tante fait un tweet de quelque chose et que Twitter ne supprime pas son post, elle pourra faire l'objet de poursuites. Alors, avec un mandat, le gouvernement du Canada peut intervenir, par exemple, si c'est pour un discours haineux. Donc, il existe déjà une infrastructure. On ne veut pas qu'il y ait un état de surveillance. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment trouver un équilibre entre la participation, l'intervention gouvernementale et la responsabilité des médias sociaux qui doivent participer au processus également, car nous voulions vraiment éviter une participation importante du gouvernement, car comme vous le disiez dans votre question au groupe précédent, cela crée encore davantage de méfiance par rapport au gouvernement. Il y a de plus en plus de méfiance par rapport au gouvernement dans l'espace actuel. Donc, plus le gouvernement s'investit directement, plus cette méfiance grandira. Donc, avec le comité actuel, qui examine les données présentées par les médias sociaux comme solution de vérification et de notification, cela permet un échange entre le gouvernement et les médias sociaux. Cela permet aux solutions d'être adaptées également selon l'appli aussi. Donc, on pourrait avoir des règlements pour Instagram, Facebook et d'autres règlements pour Twitter et pour, par exemple, une entreprise en démarrage de langue française, par exemple, ne serait pas assujettie au même contrôle. Cela permettrait une plus grande souplesse dans un espace plus transparent, enfin, on l'espère. Bien, et merci à nos juges aussi, que nous applaudissons. Bon, alors nous sommes censés remettre les prix dans 1 minute, mais évidemment, ce n'est pas possible. Alors, nous remettrons les prix dans 5 minutes. Vous pouvez prendre une pause.